Bonjour, Dominique Chauvin, prospectiviste. Merci pour toutes ces présentations ce matin, en particulier sur la dimension technique. J'ai appris beaucoup de choses. Je voudrais revenir sur l'autre aspect qui a été évoqué un petit peu, qui est l'aspect économique, financier, réglementation et tout le cadre finalement contractuel qui permet, dans lequel il faut intégrer cette transition. La question fondamentale pour moi, c'est que dans la génération de produits nouveaux, cette génération de produits nouveaux, elle est fonction de la technologie, d'accord, mais elle est aussi fonction de ce cadre contractuel. C'est-à-dire qu'en fonction du cadre contractuel, on peut avoir des orientations particulières vers des produits comme vers d'autres produits. Et ça, c'est lié au mode de réglementation, au mode de régulation, y compris au prix de CO2, au marché de CO2, au taux d'actualisation. Et le drame, quelquefois, c'est que ces éléments-là sont beaucoup plus importants et beaucoup plus puissants que la dimension technologique. Pour me faire comprendre en un mot, les constructeurs automobiles ont eu la chance d'échapper à l'ETS en Europe, moyennant quoi on a eu la voiture électrique. Si on avait eu la réglementation promue par Jean Tirole, prix Nobel d'économie, on aurait eu sans doute la voiture à 2 litres au 100. Et je ne voudrais pas parler des gilets jaunes, mais c'est le résultat d'une réglementation. Ma question donc, puisque vous ouvrez la parole à l'ensemble des acteurs, en tant que citoyen, je voudrais simplement dire qu'il faut absolument reconnaître que ces problèmes-là sont majeurs. Et que donc... c'est pas une question, ça. La question, c'est comment justement, vous vous intégrez dans ces problèmes-là qui sont bien plus influents. Merci. Allez-y, madame. Si je peux amener un élément, en tout cas, à la discussion, c'est qu'effectivement, dans le monde du déchet, et notamment du plastique recyclé, on a justement connu quelque chose de très intéressant ces dernières années. C'est qu'en fait, la réglementation... on a beaucoup parlé pendant des années du coût du plastique recyclé, c'est-à-dire qu'il était trop cher, du coup on ne l'intégrait pas, parce qu'effectivement le marché du plastique vierge étant indexé directement sur le coût du pétrole, les choses changeaient, dès que le pétrole baissait, le vierge baissait, donc le plastique recyclé n'était plus concurrent, etc., etc. Est arrivée une réglementation qui, pour un certain nombre d'objets, a obligé l'intégration de plastique recyclé. Cette réglementation a tout fait basculer, c'est-à-dire qu'en quelques temps, tout d'un coup, un certain nombre d'industriels se sont mis, bien entendu, à rechercher du plastique recyclé. Donc le marché a complètement changé et en fait, on a accepté, quelque part, de payer plus cher parce qu'on achetait du plastique recyclé, ce qui était totalement impensable auparavant. Et c'est ce genre de choses qui, effectivement, fait que l'économie dans l'environnement est très relative. Toutes les notions de coût, pour moi, c'est à regarder avec beaucoup de réserve parce que l'impact réglementaire est fondamental. Bon, à moins que quelqu'un veuille encore répondre, là. Non, on peut passer la parole. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Merci à tous les intervenants pour leurs exposés. Très intéressant. Je vais m'adresser à Madame Couffignal. Vous avez devant vous des bouteilles d'eau qui anciennement étaient en PET, monocomposants. Et là, on a au moins 4 composants, un polymère qui doit être du polyéthylène et du multicouche. Du multicouche, carton, aluminium et un film barrière. Est-ce que vous considérez que c'est plus facilement recyclable? Excellente question. Je ne sais pas si ça nécessite une réponse. Si, ça nécessiterait... Non, mais il est évident que cet objet est plus complexe qu'une bouteille en PET. Et pas recyclable. Aujourd'hui, on sait très bien recycler par ailleurs. Donc c'est d'autant plus dommage de créer des objets comme ceci. C'est du Tetra Pak, c'est pas facilement recyclable. Exactement. Et en plus, pour le consommateur ordinaire, il donne l'impression que c'est du carton, seul. Et donc, il va directement dans la poubelle, sans être pensé recyclé. Complètement. Vous pouvez passer le micro devant vous là. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Justement, je voulais demander l'impact économique du fait qu'on a plus que les sacs en plastique soient interdits. Et puis d'autre part, combien de temps met un complexe pétrochimique à être construit? Ça dépend. Alors, la première question, qui veut y répondre? L'impact de la suppression des sacs en plastique, est-ce qu'on a déjà mesuré? Pas encore, hein, je crois pas. J'ai pas l'information, mais c'est sûrement mesuré. Ouais. Désolé. Il y a d'autres questions? Moi, j'ai une série de questions. Vas-y, Marc. Non, il y en avait une. Ah, c'est oui, la deuxième. Oui. Attends, il y a une deuxième question. Pardon. Oui, j'y vais. Non, il y avait une deuxième question de monsieur. Non, là. Combien de temps met un complexe pétrochimique à être construit? Y a-t-il autant de vicissitudes que les EPR, par exemple? Non, il n'y a quand même pas autant de vicissitudes, même si, je ne sais pas si on parlera du nucléaire aujourd'hui, mais je pense qu'il faudra en parler. Ça fait partie de l'équation. Enfin bon, pour répondre à votre question, ça dépend de la région géographique où va être construit un tel complexe. J'ai montré en fait deux exemples. En Chine, c'est un complexe dont on a fait le design en 2014-2015 et qui a été démarré en 2019. Donc on va dire dans les pays comme la Chine où la main-d'œuvre est abondante et plutôt bon marché, la mise en route de telles installations est relativement rapide. A contrario, dans des pays comme le Moyen-Orient, où on a d'ailleurs des projets en cours, le facteur peut être multiplié par 2 ou 3. C'est-à-dire qu'on peut arriver entre les études de design et le démarrage à plus de 10 ans. En Europe, il y a très très peu d'investissements. On est déjà très vert. Hein. Marc, vas-y. Oui, Marc Fontcave. Oui, première remarque. D'abord, merci à la Fondation d'avoir pris cette initiative parce que, à force de parler en permanence de décarbonation et de dire tous mal du CO2, les gens croient que demain on n'aura pas besoin de carbone. Donc il est bon de le rappeler que nos sociétés sont carbonées et que même quand il n'y aura pas de fossiles, elles seront carbonées. Donc c'est utile de discuter de ces questions-là et effectivement ce qui a été fait ce matin est très intéressant en montrant qu'en effet les choix sont pas infinis puisqu'on a essentiellement parlé de biomasse, de CO2 et de recyclage. Ce qui manquait de mon point de vue dans ce qui a été présenté, mais il y avait quelques éléments, mais c'est le sens de ma question. C'est la question des quantités. On parle de, je crois, 400 millions de tonnes de ces intermédiaires, 1 milliard de tonnes des produits chimiques, et ça n'inclut pas les carburants pour l'aviation et pour l'automobile. Donc vous voyez la quantité massive de molécules carbonées dont nous avons besoin. Et on met en regard, on dit biomasse, on dit CO2, on dit recyclage. Bon. J'aimerais quand même avoir un petit élément pour dire, parce que si je prends... Alors, prenons le cas premièrement du CO2. Il y a effectivement tout un tas d'initiatives qu'on nous a montrées. Mais au fond, la question c'est 2050 ou pas, enfin c'est pas grave ça. Combien il faut de CO2, combien on peut envisager de capture de CO2, non pas pour tellement diminuer les émissions de CO2, mais c'est pour produire les molécules. C'est ça ma question. Combien de quantité de CO2 il nous faut? Aujourd'hui, c'est 40 gigatonnes qu'on relargue, 20 finissent dans l'atmosphère. Quelle proportion de ça on a véritablement besoin de capter pour faire les transformations dont on a besoin? Et pareil pour la biomasse. Il y a beaucoup de débats sur la biomasse, mais à nouveau, moi je voudrais qu'on puisse mettre concrètement, avant de dire à tout le monde, vous voyez, il n'y a plus, il y a qu'à, faut que, enfin c'est pas ce que vous avez dit d'ailleurs, parce que vous avez relevé les problèmes techniques, mais ce qui est important, c'est est-ce qu'on a les ressources? Parce que s'il n'y a pas les ressources, on peut parler à l'infini de biomasse. Or, il y a beaucoup de débats sur la biomasse. Je termine juste sur un point. Le scénario RTE de référence,
qui d'ailleurs nous prévoit une baisse de la consommation d'énergie assez drastique, puisque c'est à peu près 1100 TWh, nous parle beaucoup de la partie électrique, d'ailleurs d'une manière générale, hein, quand on veut parler d'énergie, on parle d'électricité, c'est plus facile, hein, éolien, PV, nucléaire, et puis on oublie la partie non électrique, et qui est quand même considérable. Dans les scénarios RTE, c'est 450 TWh, à peu près, entre 450 et 500. Et là, il y a un angle absolument mort de tous les scénarios, parce que là, on ne sait pas comment on fait ça. Alors on dit bio, beaucoup de bio, hein, biogaz, biocarburant, biomachin, enfin, etc. Voilà. Est-ce que et puis voilà, l'ADEME, GRDF produit des tas d'études en disant fastoche, 400 TWh de biogaz ou de biocarburant. Et puis il y a des études de France Stratégie, par exemple, qui nous disent, pour tout un tas de raisons, au-delà de 80-100 TWh, c'est pas possible. Voilà, donc c'est ça ma question. Je vais prendre quelques éléments de réponse, si je peux. Prenons le scénario 2050. 2050, le EEA et donc la plupart du monde nous dit qu'il faut entre 7 et 7,6 gigatonnes de CO2 qu'on doit capter. Donc 7,6. Sur ces 7,6, maintenant les gens commencent à demander qu'il faut capter à peu près 1 gigatonne par an de l'air. Vous savez ça. Sur 7, on va dire 7,5, 7,6, selon les rapports, donc les EEA à niveau mondial nous dit entre 6 et 10% de cette CO2 qu'on capte peut être réutilisé. L'Europe, un peu plus bullish, comme on dit en anglais, dit plutôt 25%. Et je vais un point plus loin. Notre chef chez Total Energy nous dit à peu près 50% de ce que l'on capte chez nous va être réutilisé. Donc vous avez le grand chiffre, 7, 7,5, 7,6, 10% de l'air, et ensuite, selon les scénarios, entre 6, 10, 25 pour l'Europe, et pour une entreprise très pushy. Donc du coup, je regarde Angélique qui rigole là. Le moitié doit être recyclé. Donc, pour donner des chiffres, et l'autre chiffre qu'il faut garder, c'est ce que j'ai montré, c'est qu'en ce moment, aujourd'hui, on utilise 600 exajoules au niveau mondial, 600 exajoules d'énergie par an. Ça, pour moi, c'est énorme. C'est une quantité énorme qu'à un moment donné, qu'il faut travailler vers. On a dit le mot qui fâche, le nucléaire, à un moment donné, qu'il faut regarder, parce qu'il y a une question d'intermittence des renouvelables. Et de diffusion aussi. C'est-à-dire que si on veut faire que de l'électricité éolienne en France, c'est en gros une éolienne tous les kilomètres. Hein. Donc, ça se fait offshore, ça va dans la mer. Juste pour compléter, alors merci pour ces chiffres, mais sur ces 50% des 7,5 gigatonnes, on produit combien de millions, on peut produire combien de millions de tonnes de ces intermédiaires ou de ces, voilà. Est-ce que c'est 400 millions de tonnes et le problème est réglé, ou bien c'est epsilon? Effectivement, ce chiffre, je suis tout à fait d'accord sur ces 7 gigatonnes, mais ce que je n'ai pas moi-même calculé, que vous savez peut-être, c'est qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a transformé par rapport aux besoins. Et même question pour c'est une bonne question, et vous me demandez d'avoir une boule de cristal sur l'avenir. Je mets un premier billet sur les molécules relativement simples, parce que le CO2 nous fait des molécules simples dans un premier temps. Côté aviation, on doit remplacer, donc je ne sais pas la quantité aujourd'hui, mais il faut quasiment remplacer la quantité qu'on utilise aujourd'hui. En Europe, c'est 4,8 millions, non, 4,8 millions de tonnes pour l'aviation européenne. Oui, européenne, donc ça vous donne une idée déjà. Donc ça soit par le fuel jet, hein. par la partie bio ou par la partie CO2. Ouais. La demande d'aviation à 2050, ça sera entre 450 et 500 millions de tonnes. Oui. Ça varie probablement. Mais pour le monde entier. Hein. Ouais.
Oui, une question sur les capacités de production de grands intermédiaires. Donc vous avez évoqué le temps nécessaire pour construire un complexe pétrochimique en Asie ou au Moyen-Orient, mais d'après les informations dont on dispose, il y a d'énormes capacités qui sont en construction partout dans le monde, sauf en Europe. Quelles sont les perspectives et est-ce que ces capacités seront un jour susceptibles d'utiliser de la biomasse ou d'autres sources que les grands intermédiaires pétroliers? Parce que j'ai l'impression que ça croît fortement les capacités de production. Vous avez totalement raison. Hein. C'est ce que j'ai essayé de montrer avec les données marché. La présence de la pétrochimie dans la société comme ayant apporté le confort, la communication, l'isolation des bâtiments, etc., ça va être tiré dans d'autres pays qui cherchent à atteindre ce niveau de vie. Hein. C'est quelque chose qui est quasi inévitable. Donc oui, vous avez raison, il y a beaucoup... Alors, le Covid a mis un coup d'arrêt quand même à certains projets en Chine. C'est-à-dire que leur ambition de devenir indépendant par xylène, notamment, elle est toujours là probablement dans leur carton, mais tous les projets qu'on avait identifiés ont été pour le moment, on va dire, j'arrive pas à trouver le mot en français, enfin en tout cas mis en stand-by. Mais oui, c'est très clair qu'il y aura... encore une fois, c'est vrai que c'est peut-être difficile à entendre, mais je pense qu'il faut le dire. On est drogué au carbone fossile, malheureusement, et on ne se sort pas de cet état-là du jour au lendemain, sauf avoir une crise Covid tous les ans, en fait. Hein. Si vous voulez, il y a plein de gens qui disent que pour décroître la quantité de CO2 émise, il faudrait un Covid par an. Mais je pense que personne n'est prêt à avoir ça. Donc oui, ces complexes verront le jour. Et pour répondre à votre deuxième question, c'est ce que j'ai essayé de montrer avec ces plateformes Crude to Chemicals. Alors non seulement elles servent à valoriser des résidus à très très faible valeur ajoutée, et des fournisseurs de technologies comme Maxence, mais d'autres acteurs du même domaine, développent ces plateformes pour aussi pouvoir prendre en coprocessing, donc en co-feeding, des charges de biomasse. Là, je laisserai répondre après mon voisin. Je pense par contre qu'on n'a pas les quantités nécessaires pour pouvoir substituer intégralement le pétrole et le gaz par de la biomasse, sauf à être en compétition avec l'alimentaire, avoir de la déforestation massive, etc., chose que personne ne veut. Avant de prendre des questions de la salle, comme je reçois enfin une question par Internet, ça me permet de caser une de mes questions aussi, c'est à propos du CO2. Bon, la question qui me vient, c'est comment fait-on pour capturer le CO2 dans l'air? Bon, ça, vous allez pouvoir y répondre, mais moi, je rajoute, il n'y a pas une solution. Un des problèmes majeurs qui sont connus pour le CO2, c'est le transport. Hein, c'est être un endroit où on peut à la fois le capturer et le transformer après. J'ai l'impression que s'il y avait des entreprises qui intègrent à la fois la création de CO2 et son utilisation, c'est-à-dire sa capture et sa réutilisation pour une chose ou pour une autre, ce serait peut-être une des solutions. J'ai un exemple, hein, vous connaissez tous la société Kronenbourg, hein, qui fabrique de la bière. Eh bien, en Alsace, elle a acheté son CO2 pour faire gazifier sa bière à une entreprise qui vend beaucoup de gaz. Et puis, elle a dit, comme elle fabriquait beaucoup de CO2 dans sa fermentation, ben, elle a réussi à capturer son CO2, à le purifier et à le réutiliser maintenant. Est-ce que pour beaucoup, je pense aux cimentiers en particulier, ils ne pourraient pas un peu se transformer en chimistes et devenir des fabricants d'autre chose que du ciment? Donc ça, donc la question aussi, c'est comment capter. Donc ouais, on va commencer avec comment capter le CO2 de l'air. Donc on peut capter par deux moyens en solution. On fait des minéraux, les carbonates. Donc ça se fait par une entreprise canadienne, Carbon Engineering. Et sinon, quasiment toutes les autres startups et les entreprises utilisent les solides nanoporeuses pour le capter, souvent dopés aux amines. Oui, les amines. Ouais, donc avec tous les problèmes qui en découlent, avec les problèmes des dégradations. Juste pour répondre techniquement, excusez-moi, le CO2 il est acide, hein, et les amines c'est les bases, et donc on met une base et un acide et ça se capte. C'est le principal voie. Et c'est réversible. Comment? Et c'est réversible. Et c'est réversible, bien sûr. Donc, et la question derrière, c'est réutilisation sur place, tout à fait. Hein. Kronenbourg, c'est pas le seul, ils utilisent ou récupérer le CO2 de... il y en a plein d'autres. Donc, non, mais je pensais plutôt bière belge parce qu'ils sont de meilleure qualité. Mais... non, mais je pensais aux cimentiers qui sont quand même des gros... Et les cimentiers, donc, bon,
je ne suis pas cimentier, mais on a quand même pas mal discuté avec les cimentiers. Et effectivement, ils réfléchissent énormément comment réutiliser leur CO2, notamment pour faire les granulats, les choses comme ça. Donc ça se discute, ça se fait déjà. Mais la question que moi j'ai derrière, c'est qu'on a certaines sources de CO2 qui sont diffuses. Est-ce que ces sources-là, il ne faut pas les transformer en quelque chose qui peut ensuite être plus facilement transporté que le CO2? Puis il y a un point supplémentaire sur le CO2, c'est qu'il y a beaucoup de fabricants de CO2 qui ne fabriquent pas du CO2 propre. Hein. Quand on brûle, quand on regarde ce qui sort de certaines cheminées, capter le CO2 propre au milieu de tout un tas d'autres molécules sales, c'est pas évident. C'est aussi un gros problème du captage du CO2. Mais très énergivore. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Il y a le micro là-haut. Ah, mais c'est toujours le même, ça. Allez-y. J'avais repris pour poser la question. Il est là, le micro. Là. Il est là-haut, le micro. Il est en... J'avais pris pour poser une question. Je voulais revenir sur la quadrature du cercle qu'a évoqué Marc Fontcave. Effectivement, il y a l'électricité d'un côté, et on en parle beaucoup, mais ce n'est pas trop le problème, puisqu'il y a les renouvelables pour aborder la question, plus le nucléaire, même si ça reste un problème pour d'autres raisons. Et il y a l'autre partie. L'autre partie, en termes de ressources, pour régler ce problème-là, il n'y en a pas 50 000, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule, c'est le CO2, qu'il soit sous forme de biomasse ou qu'il soit sous forme de nouvelles ressources dans la nature. Je ne connais pas beaucoup de ressources dont le volume augmente chaque jour. C'est le CO2 qui est dans l'atmosphère. Par conséquent, il y a deux problématiques. La première, c'est d'aller le chercher dans l'atmosphère. Ça a été évoqué, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop cher. Donc, il va falloir patienter un petit peu. Et l'autre solution, c'est effectivement cette économie circulaire. Et du coup, toute l'efficacité va être de travailler sur ce cycle pour l'élargir, le complexifier, le rendre plus économique et le rendre plus efficace. Et là, c'est un problème industriel, et donc c'est pour nous. Mais le commentaire que je voudrais faire, c'est qu'à partir du moment où on considère que la valeur rare, la ressource, c'est le CO2, il devient à ce moment-là complètement fou de faire de la capture pour aller l'enfouir sous terre. Or, ce qui me gêne beaucoup dans la présentation de Total, c'est qu'on associe les deux. On dit CCS, CCU, CCUS, et donc ça participe gravement à la confusion. Alors que moi, dans la tribune que j'ai publiée dans les Échos, je les oppose. Je les oppose parce que le business model des deux sont complètement différents. Et à partir du moment où on travaille sainement sur un business model qui peut avoir une valeur comme le CCU, c'est-à-dire la réutilisation du CO2, à ce moment-là, on peut bâtir une économie circulaire, effectivement, même si elle est très chère par des subventions dans un premier temps, et ensuite tout le travail va être de consister à améliorer ce cycle, baisser les coûts et le rendre rentable. On peut être d'accord. Par contre, il faut regarder un peu tous nos experts climat, économie, du GIEC par exemple, et tout le monde est d'accord que la majorité du CO2 qu'on doit récupérer quelque part doit être enfoui pour la planète. On est à 420 ppm de CO2 dans l'air maintenant. Il faut enlever à peu près la moitié de CO2 pour descendre à 350 ppm. À un moment donné, il faut, pour aller vers un climat qui sera, lui, le climat durable, il faut enlever ce CO2 de notre économie circulaire. C'est tout le paradoxe que je soulève. Bon, on va continuer, on va un peu laisser tomber le CO2. Monsieur là-haut, vous avez des questions autres que le CO2? Parce qu'il y a plein d'autres questions. Oui, j'aurais même 3 petites questions, si c'est possible. Alors, il y en a une qui serait sur le CO2, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait 230 millions de tonnes de CO2 qui étaient actuellement utilisées au niveau industriel. Je voulais savoir quelles étaient les sources de ce CO2, s'il provenait de purification de cheminées ou si c'était des sources de CO2 pur. La deuxième question, c'est que je voudrais savoir aussi où on en est. Si on réduit le CO2 en CO et qu'on utilise de l'hydrogène vert, on pourrait faire du Fischer-Tropsch, notamment pour les carburants. Est-ce que c'est une industrie qui va être lancée ou pas? Enfin, tout dépend
la taxe carbone, de plein de paramètres. Oui. Et une troisième question qui concerne cette fois-ci l'économie hydrogène. On entend parler d'hydrogène vert, de réduction, enfin on fait plein d'hydrogène vert, on fait une économie d'hydrogène, on fait une voiture à hydrogène, des avions à hydrogène, on réduit avec de l'hydrogène vert, mais si on produit cet hydrogène vert par de l'électricité, quelle sera la quantité d'électricité qu'il faudra pour produire cet hydrogène vert? Et comment on va le produire? Bon. Vous répondez oui pour le Fischer-Tropsch, allez-y. Oui, donc oui pour le Fischer-Tropsch. C'était sur l'exposé, mais je n'ai pas parlé, parce que pour moi c'est évident. Donc bien sûr. Mais vous vous souvenez bien que le Fischer-Tropsch, il nous donne jusqu'à 6,7, 6,8. Or, c'est donc intéressant pour les voitures, pour le diesel. On peut aller au C11, hein. Difficilement. Donc du coup, il faut quand même faire du upgrading du Fischer-Tropsch pour arriver à la SAF. Donc c'est pas une étape pour aller jusqu'à Sustainable Aviation. Hein. Ensuite, bon, d'où vient le CO2? C'était... Oui. Sur la partie, non, je pense que ça vous concerne plus, sur la partie, l'autre partie qui était sur la quantité d'hydrogène, c'est ça? Sur l'hydrogène vert, l'économie hydrogène, tout ce qui est hydrogène vert, les quantités à produire pour vraiment avoir une transition vers une économie d'hydrogène vert. Le rendement de l'électrolyse, c'est à peu près 60% en ce moment. Vous calculez, vous faites la transformation en kilowatts, et puis vous regardez combien vous avez d'hydrogène, et ça vous donnera. Le problème, c'est l'accès à l'électricité. On ne va pas faire que de l'hydrogène avec l'électricité, hein, donc c'est ça qui est un peu compliqué dans le calcul. Bon, il y a un chiffre qui est toujours annoncé, je ne sais pas trop ce qu'il vaut, mais qui est intéressant, c'est que si on imaginait que 50% du parc automobile aujourd'hui était électrique en France, il nous faudrait 8 centrales nucléaires pour les ravitailler. Dans le même sens, il y a eu un article qui a été publié dans Le Monde là-dessus. Alors je ne sais pas si c'est véridique. Si on substituait toute l'énergie fossile par l'électricité renouvelable, il faudrait produire à peu près 75% en plus que ce qu'on produit aujourd'hui. Pendant que j'avais une question à te poser, tu as quand même, je trouve que dans la biomasse, il n'y a pas que la chimie, il y a aussi la bio, et tu n'en as pas beaucoup parlé. Quand tu parles de la dégradation de la cellulose, il y a quand même des dégradations biologiques qui marchent bien. Ah oui, tout à fait. Pourquoi tu n'en as pas parlé? J'en ai pas parlé parce que la journée aujourd'hui était quand même sur les grands intermédiaires, donc quand même des molécules de relativement faible valeur ajoutée. Le problème des voies fermentaires, enzymes, oui, très bien, elles sont extrêmement sélectives, mais il y a un problème également de productivité derrière. On a des coûts de procédés qui sont extrêmement importants. Si on prend le cas de l'éthanol, par exemple, alors je ne sais pas combien sort... On va voir cet après-midi, de l'essence sur les alcools. Ouais. Je ne sais pas combien sort l'essence ou le gasoil sorti de raffinerie, mais l'éthanol, aujourd'hui, il existe parce que majoritairement, il est détaxé pour des applications carburant. Donc, effectivement, on peut faire l'éthanol, mais ça reste une molécule chère, quoi. Jean-Claude? Oui, une question pour Monsieur Jérôme. Quelle est à peu près la taille optimale d'une bioraffinerie si elle veut avoir suffisamment de lignocellulosique pas trop loin de la raffinerie pour éviter ça, un bilan carbone déplorable? Alors là, c'est un peu difficile de répondre. Alors pour l'avoir échangé avec certains industriels, ce qui se dit, alors à voir s'il faudrait ratisser pas plus loin qu'un rayon de 50 km autour de la bioraffinerie. Parce qu'après, le transport de la biomasse, on n'en a pas parlé ce matin, mais le transport de la biomasse est également un problème qui impacte fortement, bien évidemment, le coût de la matière première. Et ça suffit pour avoir suffisamment de sorties en produits? Tout dépend après du marché que vous visez. Si après on vise un marché de très très haut volume, non, ça peut poser problème. Après, si c'est des petits marchés, pour ça que je pense que la détergence, la cosmétique, oui, ça fonctionne bien. Mais justement, vous avez cité effectivement les surfactants et les cosmétiques qui finalement, du point de vue commercial, sont rentables économiquement. Et donc, quel autre produit vous pourriez éventuellement suggérer? Alors après, ça va monter, donc on va quitter le produit, enfin, on va quitter le domaine des grands intermédiaires, mais il y a beaucoup des agents épaississants, des agents pour retenir de l'eau, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont... Mais par contre, évidemment, là, on change de type de marché. On est sur des marchés de beaucoup plus haute valeur ajoutée et de plus petit tonnage. Ça, pour l'instant, oui. Jean-Claude, tu poses le problème majeur de la biomasse. On a l'exemple de cette fameuse centrale à Gardanne qui est en train de piller la forêt de PACA parce que justement, pour que ça soit rentable, il ne faut pas aller la chercher trop loin. Et si on continue à ce rythme-là, PACA sera un désert sans arbres d'ici 5 ou 6 ans. Donc on est là dans un vrai problème.
Je voulais juste peut-être répondre à monsieur de manière plus précise sur l'hydrogène, parce que Axence regarde des solutions de comment utiliser l'hydrogène comme vecteur donc énergétique. Et nous, ce sur quoi on s'est massivement investi ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle le LOHC, c'est-à-dire Liquid Organic Hydrocarbon Carrier. Et l'idée qu'on s'en fait, c'est que c'est très peu probable que les voitures à hydrogène, la production d'hydrogène de manière centralisée et après distribuée dans un réseau, compte tenu de la petitesse de cette molécule et des requis sécurité qu'il va y avoir, on n'y croit pas. Par contre, la production massive d'hydrogène vert dans des endroits, comme ça a été montré, de la planète, où il y a du vent ou du soleil massif, le transport de cet hydrogène de manière, je dirais, relativement sécurisée, puisque intégré à des molécules qu'on sait être stable et qu'on maîtrise, puis après transformation de ces molécules pour relâcher l'hydrogène de manière massive et le consommer, je vais dire, dans un environnement proche, ça oui, on y croit. Et je pense, il y a aussi un autre point, alors je pense que dans l'Assemblée, les gens en ont conscience, mais peut-être moins les néophytes, c'est qu'il n'y aura pas de solution unique. C'est pas on va faire que de l'hydrogène, on va faire que des voitures électriques. D'ailleurs, on le voit bien, là, le lithium devient le nouvel or blanc, parce que tout le monde voit que ce métaux qui était peu connu, peu valorisé, devient une source financière avec tous les côtés négatifs. Et ça aussi, c'est un autre, pour moi, un vrai problème, c'est que on manque encore, malheureusement, dans l'humanité, de prise de recul et de vision à long terme plus collective. Et on cherche à exploiter des ressources à très court terme en disant c'est la voiture électrique qui va devenir le nouvel Eldorado. Non, c'est faux. Si on fait que de l'électrification, on n'aura plus d'électricité pour tout le reste. On pillera des pays entiers de leurs ressources en lithium. Et voilà, donc il n'y aura pas, je suis désolé, je fais un petit aparté, mais il n'y aura pas de solution unique. Voilà. Bon, je voudrais un peu me retourner vers mesdames, puisqu'il y a fait un moment qu'on ne vous a pas posé de questions. Je voudrais venir sur 2 points. Vous avez souligné que le problème, c'était qu'on n'avait pas un produit facile à acheter quand on achetait un produit, enfin, comment dirais-je, la matière première. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des sociétés qui feraient que nettoyer, purifier les plastiques et qui vendraient ensuite ça à des transformateurs qui feraient autre chose? Donc on aurait là vraiment, au lieu d'avoir trop intégré peut-être la chaîne de valeur d'un certain point de vue. C'était ma première question. Et la deuxième, je crois qu'on a oublié de parler d'une... Vous avez juste un petit peu dit en conclusion, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à changer les plastiques. On pourrait faire des plastiques utiles, parce qu'on ne peut pas se remplacer, on peut pas, je veux dire, se passer de plastique, mais on pourrait imaginer d'un peu réfléchir aux plastiques qu'on fait en ce moment, aux différents polymères qu'on fait en ce moment, pour éliminer ceux qui nous ennuient dans la recyclabilité, et puis ceux qui, par contre, sont plus faciles à recycler. Et ça voudrait dire des changements industriels importants, mais c'est peut-être une voie à regarder, puisque le recyclage tel qu'il a l'air d'être fait en ce moment, qu'il soit chimique ou qu'il soit mécanique, il ne nous apporte pas beaucoup de solutions. Hein. Je compléterai si tu veux. Alors, je vais répondre à la deuxième question dans un premier temps. Sur cet aspect justement de recyclabilité, ça a déjà lieu, notamment Citeo, mais également d'autres instances qui poussent justement pour avoir des emballages déjà qui sont moins complexes. Il y a un strong push, en tout cas qui tend justement à réduire cette complexité-là et puis à se focaliser sur des polymères qui, à l'heure actuelle, sont relativement bien recyclés, donc les polyolépines, le PET par exemple. Ça, c'est ce qui... en tout cas, c'est une tendance qu'on voit beaucoup à l'heure actuelle. Après, si on parle d'une manière générale sur tous les produits plastiques, ce qu'on disait, en fait, déjà, il n'y a pas une solution unique, il y a des aspects vraiment de réduction, il y a peut-être des objets qui ne sont pas forcément... qui peuvent être faits en d'autres matières que le plastique, puis pour que justement, en fait, le point, je pense que c'est l'utilisation responsable du plastique. Le plastique, il n'est pas bon ou il n'est pas mauvais, parce qu'on est entouré de plastique tous les jours et on est bien content de l'utiliser. Par contre, il faut arriver à l'utiliser de manière raisonnée. Et là où il y a justement des applications, là où justement son utilisation est vraiment pertinente. Et après, sur les aspects d'emballage, encore une fois, la réduction, tout ce qui est éco-conception est clé.
Mais ce n'est pas vraiment la question que j'ai posée. La question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on ne devrait pas supprimer certains plastiques, pas pour le remplacer par du bois, mais les supprimer, le remplacer par un autre plastique. Supprimer les plastiques qu'on n'arrive pas à recycler ou qui sont vraiment ennuyeux dans le système de recyclage. Mais il se trouve qu'on vit dans une économie libre et que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation réglementaire de ce type. Donc effectivement, ça permet de mettre sur le marché ce genre d'objet qui va poser des problèmes au recyclage, mais réglementairement, personne ne l'interdit. Alors, il y a une réglementation européenne qui est en projet, qui est très intéressante, qui s'appelle REPD, qui va porter sur tout un ensemble de critères qui, justement, concernent l'éco-conception. Et certains disent que ça peut amener à se dire que pour les plastiques utiles, courants, etc., on reviendrait à des listes plus simples, où effectivement on interdirait la présence d'un certain nombre de plastiques, voire de composites, etc. Peut-être que ça arrivera un jour. En tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas le cas réglementairement parlant, et du coup, on met sur le marché des choses qui effectivement posent des soucis en fin de vie. C'est exactement la question que je posais. Ah, on me fait signe qu'il faut que nous allions manger. Une dernière, non. Ah, il y a encore une question. C'est pas une question, c'est juste une information. Concernant la relation entre l'énergie nécessaire à la production d'hydrogène, on peut prendre le projet, pas le projet, mais c'est signé. Total va donc construire des centrales photovoltaïques en Inde avec une société indienne, 4 gigawatts. Et sur ces 4 gigawatts, 2 gigawatts vont être utilisés pour produire 1 million de tonnes d'hydrogène par an. Merci.